Mesdames, Messieurs, 20 ans se sont écoulés depuis la chute de l'URSS en 1991. 20 ans depuis l'élection du premier président russe au suffrage universel. 20 ans, donc, de droits et de libertés pour un peuple plein d'espoir en la démocratie, n'ayant vécu que sous un régime tsariste, puis un régime totalitaire. Eh bien non. La Russie, que l'on nomme maintenant Demokratia, ne peut mériter ce nom au regard des actes odieux qui y sont encore commis. Les droits de l'homme sont méprisés, leurs défenseurs discrédités, menacés, victimes de violences, emprisonnés ou assassinés. Oui, vous avez bien entendu. La Russie est encore un territoire où défendre les droits de l'homme peut se payer de sa vie. Car des hommes et des femmes se soulèvent contre les nombreux problèmes dont souffre la Russie, espérant qu'un jour, les droits de l'homme cessent d'y être bafoués. Mais ils sont aujourd'hui en péril. Depuis l'année 2000, année d'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, l'ONG Reporters sans frontières a dénombré plus de 26 assassinats de journalistes. Aujourd'hui, ce sont eux, pour la plupart, qui dénoncent les violations des droits de l'homme dans les rares médias indépendants russes. Mais ils ne sont pas les seuls. Les défenseurs des droits humains sont aussi des membres d'ONG ou de simples citoyens. Parmi eux, on retrouve ceux qui luttent contre les tortures et les enlèvements en Tchétchénie et dans le Caucase Nord, ceux qui dénoncent la corruption, les violences de l'armée et de la police, les violations des droits des prisonniers. Ce sont également les militants écologistes qui défendent la forêt de Khimki, menacée par un projet d'autoroute. Mais en s'intéressant de trop près aux maux de la Russie, ils s'exposent à de graves représailles, au mépris de la liberté d'expression, pourtant garantie par la Constitution russe et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 3 de cette même déclaration garantit bien que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. En effet, outre les assassinats, on ne compte plus le nombre de militants passés à tabac, certains en étant devenus handicapés, ni celui de ceux qui croupissent en prison pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, détenus dans d'horribles conditions, dans des cellules surpeuplées, souvent insalubres. Ils doivent faire face à l'apparition de maladies telles que la tuberculose et sont victimes de violences, de l'humiliation quotidienne. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous vivre chaque jour dans la peur, craindre les menaces à chaque coup de téléphone, vivre dans la crainte de ce qui pourrait arriver à vos enfants, rentrer chaque soir sans savoir si la police vous attend devant votre porte, risquer à chaque moment de vous faire agresser ou de finir comme tant d'autres, abattu comme un chien sur le bord d'une route. Ceci est le quotidien de trop de Russes. Au moment où je vous parle, à plusieurs milliers de kilomètres vers l'Est, combien vivent dans cette situation? Une question s'impose. Pourquoi? Quel est leur tort, sinon d'exprimer librement leurs opinions et de défendre leurs droits? Aucun. Telle est l'indéniable réponse. Et pourtant, ces drames sont loin d'être une priorité de l'État russe, qui minimise la signification de ces assassinats. Les autorités continuent de ne pas respecter et de ne pas protéger leur travail, en violation de leurs obligations internationales. Ainsi, le Premier ministre Vladimir Poutine a un jour déclaré ne connaître que deux catégories de journalistes: les traîtres à la patrie et les ennemis de la Russie. En Russie, ceux qui assassinent les journalistes savent qu'ils n'ont rien à craindre. Même si certaines sont élucidées,
la plupart des enquêtes ne sont pas ouvertes ou vite fermées, faute de preuves, car la justice russe demeure sous contrôle de l'élite politique et sert à persécuter les militants des droits de l'homme et les détracteurs du gouvernement. Cette triste réalité se retrouve dans ces chiffres inquiétants. Le taux d'élucidation des crimes de droit commun en Russie est de près de 90%. Dans le cas de meurtre de journalistes, il n'est que de 2%. C'est le règne de l'impunité pour ces meurtres politiques. Octobre 2006. Anna rentre à son domicile de Moscou. Elle est allée faire des courses au supermarché. Elle monte quelques paquets au 7e étage, les dépose devant son appartement, puis redescend chercher le reste. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre sur le hall de l'immeuble, elle n'a pas le temps de réagir. Un inconnu braque une arme sur elle. Un instant plus tard, elle n'est plus. Elle a succombé aux 4 balles tirées sur elle à bout portant. Elle avait 48 ans. Vous avez sûrement reconnu ici l'abominable meurtre d'Anna Politkovskaya. Les mots peuvent sauver des vies, disait-elle. C'est la sienne qu'elle aura sacrifiée dans sa lutte pour la liberté d'expression. Journaliste, elle se battait depuis des années contre les crimes commis en République de Tchétchénie. Elle luttait dans l'indifférence, devenue indésirable à la télévision russe. 5 ans après, l'enquête n'a toujours pas abouti. C'est le même cas pour Natalia Estemirova, abattue en 2009 à Grozny. Oleg Orlov, président de l'ONG Mémorial, où elle travaillait, a qualifié de protectrice du peuple cette femme admirable qui a sacrifié sa vie aux autres en aidant les Tchétchènes. Oleg Orlov fut, lui, attaqué en justice pour avoir accusé le président de République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, d'être à l'origine du meurtre de Natalia Estemirova. Déclaration pourtant légitime dans une démocratie. Pour Novaya Gazeta, le journal où elle travaillait, elles font partie des 6 journalistes qui ont été assassinés. L'espace dont le journal dispose pour exercer ses activités a profondément diminué au cours de ces dernières années. Et ces journalistes font face au harcèlement croissant dont sont victimes les défenseurs des droits humains. Plus récemment, le monde a pu constater de la fraude massive organisée aux élections législatives du 4 décembre, mais surtout de l'arrestation de plus de 1600 personnes qui manifestaient à Saint-Pétersbourg et à Moscou. De plus, une cyberattaque a paralysé les sites de l'ONG Golos, des journaux Kommersant et New Times et de la radio libre Echo Moscou. Il faut que justice soit rendue à tous ces défenseurs des droits de l'homme. Mais comment agir? Les gouvernements des pays d'Europe ferment les yeux sur les pratiques russes. Pourquoi cela? Car la Russie est riche de ses ressources naturelles et demeure une puissance continentale qu'il convient de ménager. Et pour les pays alentours, le pétrole et le gaz valent bien plus que des vies humaines. La Russie fournit aujourd'hui plus de 30% du gaz européen. Et il serait dommage qu'elle coupe les vivres. De plus, le pays possède l'arme nucléaire et un siège au Conseil permanent de l'ONU. Mesdames, Messieurs, les droits de l'homme sont sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et politiques. Mais la Russie n'est pas condamnée pour autant à l'autoritarisme. La mobilisation continue et s'intensifie, comme le montrent les manifestations réclamant le départ de Vladimir Poutine et l'organisation de nouvelles élections après le scrutin falsifié des législatives de décembre.
Des rassemblements d'une telle ampleur n'avaient jamais été vus depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, l'un d'eux ayant rassemblé plus de 100 000 personnes. Le président Medvedev a donc annoncé une réforme du système politique et des mesures de lutte contre la corruption. Intention réelle ou miroir aux alouettes au regard de la position intraitable de son Premier ministre. Nous devons soutenir la société civile russe par le biais des ONG qui médiatisent leurs combats et révèlent ce que cache la Russie. Par exemple, l'ONG russe Golos, qui agit pour l'organisation de scrutins justes. Dans le monde, des ONG comme Amnesty International, Reporters sans frontières ou la Fédération internationale des droits de l'homme agissent concrètement pour le respect des droits humains. Il faut mettre fin à l'impunité dans les affaires de meurtre de défenseurs des droits humains, abroger les lois liberticides comme celle de 2006 qui entravent l'action des ONG, mettre en œuvre les mesures de la Déclaration sur les défenseurs des droits humains, enfin, appliquer les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'aimerais, au-delà de cette tribune, que ces mots réveillent les consciences de nos gouvernants, afin qu'ils sortent de leur apathie et de leurs sombres calculs. J'aimerais qu'ils parviennent jusqu'au Kremlin, s'élevant parmi les autres, comme un appel à la démocratie. Puisse ma plaidoirie résonner avant tout, comme un hommage aux Russes qui luttent pour une démocratie pleine et entière. Pour eux, nous pouvons tous ici agir. Nous devons tous agir, afin que la Russie soit la démocratie que son peuple attend depuis si longtemps. Je vous remercie.